Donc, de ce débat. Donc c'est une table ronde, donc je vous ai dit les participants qui sont maintenant sur l'estrade. Alors je voudrais donc vous présenter l'Association française d'information scientifique, l'AFIS, puisque Jean-Paul Krivine est le rédacteur en chef de la revue Sciences et Pseudosciences, qui est édité par cette association. Et je ne résiste pas à la définition vous indiquez la définition sur le site internet. Alors déjà, on va dire bon anniversaire l'AFIS, parce que c'est son 50e anniversaire. Donc là aussi, un anniversaire pour en cacher un autre. Et donc le but de l'AFIS est de promouvoir la science contre ceux qui la détournent à des fins lucratives et idéologiques, ou qui usent son nom pour couvrir des entreprises charlatanesques. Et je voudrais donc signaler aussi le dernier point, qui est que l'AFIS est indépendant de tout groupe de pression et s'interdit toute concession au sensationnalisme et à toute complaisance envers l'irrationnel. Je crois que nous aurons à l'idée ces définitions quand le débat va avoir lieu. Donc, animateur Jean-Paul Krivine, qui est ingénieur Supélec, qui est salarié d'une entreprise dans l'énergie, qui est bénévole à l'AFIS et qui est rédacteur en chef de Sciences et Pseudosciences, et ce sera l'animateur de cette table ronde. Alors Jean-Yves Ledéo, qui a eu une double carrière, à la fois d'élu de la République, mais aussi de professeur des universités, puisqu'il a été directeur de laboratoire à l'université Henri Poincaré, directeur aussi de l'UFR de sciences biologiques. Et puis, dans son jeune temps, il a été aussi professeur à la faculté des sciences d'Antananarivo à Madagascar, donc il connaît aussi un peu les pays en développement. Mais surtout, quand on connaît Jean-Luc Ledéo d'une façon plus récente, eh bien, non seulement il a été député pendant 31 ans, des mandats successifs renouvelés, mais il a été, selon les alternances politique ou président ou premier vice-président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, vice-président de la région Lorraine, chargé du développement économique de l'enseignement supérieur, et puis plus récemment, rapporteur général pour les sciences et la technologie, et membre aussi du Conseil stratégique de la recherche en France. C'est dire qu'il a impliqué dans la prospective et le développement de la science. Bien sûr, il est l'auteur de nombreux rapports, mais je pense qu'il nous en parlera. Et pourquoi Jean-Yves Ledéo particulièrement? Eh bien parce qu'il a coporté avec Bernard Accoyer une résolution qui a été votée en février 2017 à l'unanimité de l'Assemblée nationale, ce qui semble assez rare. Et ce titre de cette résolution, c'est sur les sciences et le progrès dans la République. Donc c'est tout à fait dans le cadre de notre démarche transmettre la parole scientifique. Virginie Tourné, directrice de recherche au CNRS, politologue, elle a un double cursus, un doctorat en sciences politiques à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et un DEA de biologie cellulaire à l'université Paris 5 René Descartes. Elle a été membre du Haut Conseil des biotechnologies, de son comité scientifique, de la commission Barthelone-Vinec sur l'avenir des institutions, et actuellement, elle est membre du comité scientifique de l'OPE-CST. Alors pourquoi Virginie Tourné? Eh bien parce qu'elle a publié une tribune parue donc, dans le HuffPost qui a rassemblé un certain nombre de signataires, dont simplement 3 prix Nobel, quelques ministres, quelques personnalités très en vue, et puis aussi 10 académiciens de l'Académie d'agriculture. Et le titre de cette tribune, c'est « La culture scientifique est à reconquérir ». Donc maintenant, je laisse la parole à Jean-Paul Krivine qui va animer le débat. Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Donc, comme je suis là pour animer le débat, je ne vais pas trop monopoliser la parole, je vais faire une courte introduction. Comme, je ne vais pas dire la mode, mais c'est une très bonne chose, on met beaucoup des citations. J'en ai trouvé une de Jean Rostand, je pense, qui illustre parfaitement le débat qu'on va avoir. Cette citation, c'est que l'homme veuille céder à la nature ou la contrecarrer, il ne saurait se dispenser d'entendre correctement son langage.
Et ça pose les trois questions qui me semblent qui vont être au centre du débat. La première question, c'est que comprendre le langage de la science, c'est une méthode, la science, c'est compliqué, elle est parfois mal comprise, et il y a toute une problématique autour de cette question. La deuxième chose qui me paraît très intéressante dans cette citation de Jean Rostand, c'est que l'on veuille contrecarrer la nature ou lui céder. Ça pose la question de la séparation qui est faite dans cette citation et qui me paraît importante, entre ce que dit la science, porter la parole de la science, etc., et ce que la société décide de faire, et c'est bien deux choses différentes. La science dit ce qui est, mais elle ne dicte pas ce qui doit être, et je crois que cette séparation est fondamentale, et finalement, elle est dans la citation de Jean Rostand. Et puis, le troisième élément qui est dans cette citation, c'est que comprendre le langage de la nature, c'est aussi disposer de la science comme un outil pour ce qu'on veut faire, la contrecarrer, s'y adapter, enfin tout ce qu'on veut. Et je ferai le lien, je remets à ce que j'ai dit, avec l'autre citation que je tire du livre de l'Académie Les idées reçues, celle de Jean Jaurès, que la science soit près du moissonneur. Et la science est aussi un outil, pas simplement pour comprendre, mais pour agir dans la direction dans laquelle la société voudrait agir. Donc pour avoir ce débat-là, et qu'on espère le plus large possible avec vous tous, on va d'abord donner la parole à Jean-Yves de Néo, qui a, comme Catherine l'a rappelé, été à l'initiative d'une résolution, c'est comme ça qu'on dit, de l'Assemblée, qui a été votée à l'unanimité. C'est peut-être une question que je poserais, est-ce que c'est pas un peu louche que ça soit à l'unanimité? Mais c'est bon. Et qui s'intitule plus que jamais, la République a besoin de savants. Petit clin d'œil, entre guillemets, aux paroles qu'on attribue au procureur qui, pendant la Révolution française, a fait guillotiner Lavoisier, qui aurait dit la République n'a pas besoin de savants. Donc la question, et Jean-Yves va développer, la République aujourd'hui, en 2018, aurait-elle un problème avec ses savants? Je ne pense pas qu'on va les guillotiner tout de suite, mais voilà, c'est pour expliquer ça. Merci beaucoup d'abord à l'Académie d'agriculture et à l'UPP de m'avoir invité aujourd'hui. Donc je ne suis plus parlementaire, comme ça a été dit, je ne suis plus représenté après 31 ans dans cette maison. Et quand j'ai été élu, ça répondra un peu à la question, je me suis dit qu'est-ce que je peux bien faire dans cette maison en arrivant scientifique, un peu par hasard. Ça arrive puisque c'est 86, c'est la seule élection qui a eu lieu à la proportionnelle. Et on était venu me demander d'être là sur une place théoriquement non éligible. Il y avait trois députés qui étaient sortants. Un a démissionné, ne croyant avoir aucune chance. J'ai avancé d'un cran et je me suis trouvé scientifique et élu. Et l'office parlementaire venait d'être créé. Et j'ai donc adhéré bien sûr à l'office parlementaire, j'en ai été très vite le président et comme je dis souvent, ça a été une vie intéressante parce que j'avais l'impression de faire une nouvelle thèse presque tous les ans. J'ai terminé sur le génome editing, la modification ciblée du génome l'année dernière avec un rapport à Catherine Procassia. Et tout de suite, j'ai eu une impression, c'est que la science n'était pas la plus grande préoccupation dans le monde politique français. Et après 30 ans, j'ai un peu la même impression. Ça veut dire que c'est un aveu un peu d'échec parce qu'on n'a pas forcément réussi à modifier les choses. C'est-à-dire que ce n'était pas la première priorité et que aujourd'hui même, par rapport à la situation avant, il y avait une sorte de défiance d'en haut. Qu'on peut parler, défiance c'est peut-être trop fort, mais un désintérêt d'en haut sur la science. Alors, quand les responsables politiques qui font de la vraie politique, parce qu'on considère à un moment donné que celui qui s'occupe de science au Parlement, il est sur un sujet de thématique accessoire. Et donc on vous encourage. On vous dit il faut continuer, c'est très important, mais en réalité, je ne suis pas sûr que ce soit la première priorité. Il suffit de le voir pour voir quels que soient les gouvernements, les places successives des ministres en charge de l'enseignement supérieur ou de la recherche,
dans ce sujet. Deuxièmement, il suffit de voir comment sur des sujets de controverse, comme celle des nouvelles biotechnologies par exemple, mais l'histoire à l'encours des OGM, les ondes électromagnétiques, le stockage des déchets nucléaires, qu'on soit pour ou contre le nucléaire, il faut à un moment donné stocker ces déchets. Il faut voir que ça apparaît souvent, et je me réclame du monde politique, je ne veux pas critiquer un monde dans lequel j'ai vécu longtemps et dans lequel je me suis impliqué, mais ça apparaît des patates chaudes qu'on se transmet de ministre en ministre ou de gouvernement en gouvernement sans traiter du sujet. Donc, oui, la République a besoin de savants. Oui, pour effectivement paraphraser le tribunal révolutionnaire qui disait la République n'a pas besoin de savants, ou les généticiens sont les ennemis du peuple soviétique, dans une autre citation. Oui, la République a besoin de savants. Oui, on a besoin des académies, on a besoin des organismes d'évaluation, on a besoin de préparer les expertises, on a besoin qu'en amont de la décision politique, il y ait une expertise qui soit faite. Et la deuxième défiance, maintenant, la première défiance est celle peut-être du monde politique qui ne prend pas, on le voit dans les budgets, mais il n'y a pas que les budgets, je le dis, il y a par exemple à l'école pas suffisamment d'intérêt pour l'enseignement des sciences, de la philosophie, des liens entre les sciences humaines et sociales et les sciences, du débat sur les expertises multiples, et ça c'est le désintérêt, je dirais, relatif, mais un désintérêt quand même. On devrait faire mieux, peut faire mieux, on peut faire beaucoup mieux pour la responsabilité politique, préparer les décisions politiques, avoir de vraies décisions politiques sur un certain nombre de sujets. Tout à l'heure, peut-être dans le débat, on parlera des NDT, je développerai peut-être ce thème si vous le souhaitez. Et l'autre défiance, je dis, c'est la défiance du bas. C'est le citoyen, aujourd'hui, alors que pendant, quand on a écrit sur cette résolution Science et progrès dans la République, quand on a écrit cette résolution, et s'il a été voté à l'unanimité, c'est parce qu'on l'a préparé en amont. Vous voyez ici l'exemplaire qui est co-signé par moi au nom d'un groupe, mais Accoyer l'a fait au nom de son groupe et de l'UDI, et Dominique Orliac au nom du groupe des radicaux. Donc on avait préparé avant un certain nombre de parlementaires le même projet de résolution dans des partis politiques différents, et on est venu, et on a regroupé nos contributions pour la discuter et pour la faire voter à l'unanimité. Et l'autre défiance, c'est la défiance du bas. C'est aujourd'hui le citoyen qui finalement, parce qu'il y a un certain nombre de controverses, parce qu'on n'enseigne peut-être pas suffisamment dans nos écoles primaires d'abord, dans nos collèges, dans nos lycées, dans nos universités, qu'on ne travaille pas suffisamment sur la révolution numérique qui est en train d'arriver, avec notamment le tri des informations sur Internet, sur les réseaux sociaux, où finalement, pour certains de nos concitoyens, parce qu'on ne travaille pas suffisamment sur la culture scientifique et technique, toute croyance, toute opinion est mise sur le même plan que le savoir scientifique, on le voit, toute croyance, donc ça décrédibilise totalement l'expertise, et cette défiance du bas de la part de nos concitoyens, si jamais on ne s'en préoccupe pas aujourd'hui, effectivement, on a des risques de recul dans nos sociétés, parce qu'il faut à la fois associer le citoyen. J'ai très souvent dit que le temps du politique et de l'expert, du couple est fini, il faut un trio entre le politique, l'expert et le citoyen, mais il faut organiser le débat pour qu'effectivement, ce ne soit pas un certain nombre de marchands de peur, ce ne soit pas des gens qui font de la désinformation, qui organisent, et qui l'organisent bien souvent, qui organisent cela, et qui finalement ont raison, parce qu'ils sont meilleurs en communication sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est ces doubles défis sur lesquels on a travaillé, et comme vous avez tous fait une citation, je voudrais vous en faire une également, qui est une citation qu'on a mis en exergue de ce projet de résolution. C'est de Bertrand Russell, qui avait
l'avantage d'avoir été à la fois philosophe, à la fois mathématicien et à la fois prix Nobel de littérature. Et qui dit la science n'a jamais tout à fait raison. Mais elle a rarement tout à fait tort. Et en général, elle a plus de chances d'avoir raison que des théories non scientifiques. Il est donc rationnel de l'accepter à titre d'hypothèse. Merci. On le voit, il y a un véritable problème de culture scientifique. Donc Virginie, comme ça a été dit, vous avez pris l'initiative d'un appel signé par une 60aine de personnalités, des prix Nobel, des académies. J'imagine que la presse s'est précipitée dessus pour le publier, vous nous en direz peut-être un petit mot. Donc l'intitulé de cet appel, c'était « La culture scientifique est à reconquérir ». Pourquoi reconquérir? Elle a été conquise, perdue? Alors tout d'abord, je suis très heureuse d'être ici parmi vous. C'est bon aujourd'hui. Alors je souhaite remercier Catherine Regnault-Roger pour l'organisation de cette rencontre et pour l'opportunité qui nous est donnée de discuter ensemble de ces questions qui nous tiennent à cœur. Alors pourquoi reconquérir? Alors effectivement, on aurait pu dire la culture scientifique est à consolider, par exemple. C'est pas joli, mais ça paraît plus vraisemblable. Alors, c'est vrai que la culture scientifique en tant que telle n'a jamais été perdue. En même temps, elle n'a non plus jamais été complètement conquise. Et je dirais, et je vais détailler, il y a au moins 3 raisons à cela, elle doit être continuellement regagnée. Alors, pour vous donner une illustration, comme c'est un petit peu la mode des citations, je vous donnerai celle de Einstein. La vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Et en fait, je pense que cette citation est une très bonne métaphore, une très bonne allégorie de ce que devrait être aujourd'hui la culture scientifique dans nos sociétés numériques. Alors, il y a donc trois raisons pour expliquer un peu en quoi la culture scientifique est une médiation active. Transmettre la parole, la culture scientifique, ce n'est pas simplement transmettre un état des connaissances à un moment donné. Donc je crois qu'il faut sortir d'une représentation mécaniste, d'une diffusion scientifique qui irait d'un point A vers un point B. On est véritablement, et Jean-Hugues Le Déaut l'a bien illustré à l'instant, on est véritablement dans un processus dynamique de formation de l'esprit critique, de sensibilisation à la démarche scientifique. Et je crois que c'est vraiment un point important. L'important, c'est pas véritablement de connaître en détail, d'avoir une connaissance fine de la synthèse des protéines, de la mutagénèse, c'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est davantage de bien saisir la différence entre corrélation et causalité, de bien savoir les limites de ce qu'on appelle le principe de précaution, de savoir qu'une société à risque zéro, ça n'existe pas. Donc ça, c'est des choses vraiment fondamentales qu'il faut réussir à transmettre. Et c'est vrai que dans cette tribune, nous avons fait le choix d'aborder la culture scientifique comme un système institutionnel pris dans son ensemble. C'est-à-dire qu'on l'a à la fois envisagé comme un système d'acteurs, dans le périmètre de nos signataires inclut à la fois des personnes qui font la science, des personnes qui enseignent la science, nous avons la conférence des présidents d'université, des personnes qui régulent la science, nous avons des anciens membres du Conseil constitutionnel, des personnes qui assurent les questions de médiation scientifique, de diffusion. Donc tout ce système d'acteurs, en fait, constitue, participe à former la culture scientifique. Un autre élément qui est fondamental, c'est tout ce qui recouvre la matérialité de cette culture scientifique, c'est-à-dire les supports de diffusion. On est aujourd'hui passé d'un régime culturel médiatique à un régime culturel numérique. Donc ça a énormément de conséquences, notamment cette confusion qui est de moins en moins supportable, à la fois moralement et sur un plan sociétal, cette confusion entre l'ordre des opinions et l'ordre de la connaissance scientifique. Et enfin, il y a également les logiques symboliques, c'est-à-dire finalement les gens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils attendent de la culture scientifique? Que signifie pour eux la culture scientifique?
Donc, c'est vrai que dans cette tribune, la culture scientifique est définie comme un système institutionnel qui vise en quelque sorte à mettre en relation la science avec le reste de la société. Donc ça, c'est une première raison. Il y a une deuxième raison d'ordre historique qui explique pourquoi nous avons pris vraiment ce terme dynamique de reconquête. Nous sommes aujourd'hui dans un moment assez fort de contestation de l'autorité scientifique et des institutions scientifiques. Bon, vous me direz, depuis la modernité industrielle, il y a toujours eu un fond de contestation sociale de la science depuis l'arrivée du train à vapeur. Il y a toujours eu des oppositions scientifiques très très fortes. Mais aujourd'hui, avec les médias numériques, on est dans un système de dérégulation du marché de l'information qui fait que finalement l'autorité sociale des scientifiques ne découle plus naturellement de l'autorité scientifique. C'est-à-dire que ce n'est plus la véracité des énoncés qui fait qu'un scientifique va naturellement, socialement s'imposer. On est finalement dans une situation où le scientifique doit être en mesure de se constituer en prescripteur d'opinion. Il doit être en mesure de se constituer en influenceur. Donc ça, c'est quelque chose qui est très nouveau. Et en parallèle, vous avez de plus en plus de contre-experts qui prolifèrent sur la toile. Donc le problème qui se pose aujourd'hui, ce n'est pas simplement un problème de réception de la culture scientifique. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement dans l'enjeu, finalement, d'avoir un public qui est indifférent ou ignorant et qu'il faut convaincre en diffusant une information qui irait d'un point A vers un point B. On est dans une logique où c'est la production en tant que telle de la connaissance scientifique qui est réinterrogée. Donc on est véritablement dans une transformation de la dynamique de construction de la culture scientifique qui justifie pourquoi nous avons utilisé le terme de reconquête. Et enfin, une dernière raison qui est davantage une raison sociologique, c'est que si on regarde un peu en détail les minorités actives qui contestent l'autorité scientifique, bon, vous avez des personnes qui sont, je dirais, extrêmement radicalisées contre le progrès scientifique, mais vous avez aussi, et je pense que ça c'est quelque chose de très très dangereux, vous avez des mouvements qui vont en quelque sorte prétendre rapprocher le citoyen du scientifique. Je pense par exemple à tout ce qui relève du public understanding of research, public engagement with research. Donc là, ce sont effectivement des mouvements qui, à l'origine, voulaient sensibiliser le citoyen aux données provisoires de la recherche, aux phases initiales de la recherche, au moment où finalement on est encore dans un état des savoirs un peu temporaire et provisoire. Mais en réalité, c'est devenu finalement des revendications faisant que le citoyen doit s'impliquer, donner son avis sur des questions comme l'évaluation des risques, etc., etc. Donc il y a un déplacement de quelque chose qui, à l'origine, n'était pas forcément négatif, le fait de sensibiliser le citoyen à la démarche de la recherche, à comprendre ce qu'est une donnée provisoire, temporaire, qui doit être validée par la suite, c'était quelque chose de tout à fait louable. Mais on est maintenant dans une situation où on assiste finalement à une redéfinition du champ culturel, où finalement les données provisoires de la recherche feraient partie de ce champ culturel. Donc, pour cette raison-là également, on a décidé d'utiliser le terme de reconquête, parce qu'effectivement, la culture scientifique est sans cesse à reconquérir, non seulement parce que l'état des connaissances, l'état des savoirs évolue, mais aussi parce que les revendications d'une société évoluent. Et je voudrais juste terminer sur le fait que quand on parle de culture scientifique, l'univers de la culture scientifique n'est pas un univers culturel comme les autres. Autant il est tout à fait sain dans une démocratie d'avoir la coexistence de plusieurs cultures musicales, autant la culture scientifique est définie par son universalisme. Et c'est là toute la difficulté, c'est-à-dire qu'on est en présence d'une culture universelle dont la diffusion doit en revanche
faire l'objet d'une adaptation aux différents types de publics. Donc ça, c'est vraiment une grande difficulté, mais en soi, la culture scientifique ne doit pas dépendre des interprétations des communautés, des traditions, des droits culturels. C'est-à-dire qu'effectivement, la théorie de l'évolution ne pourra jamais être placée sur un plan d'équivalence épistémologique avec les cadres religieux. Donc, on est dans un défi fondamental qui est de résoudre cette tension entre une culture qui doit rester universelle et sa diffusion qui doit en quelque sorte s'adapter aux évolutions d'une société en cours. Merci beaucoup. Donc le débat, on va l'organiser largement. Je vais demander, d'abord on lève les doigts quand vous voudrez prendre la parole, de faire des questions a priori courtes, et surtout je demanderai aux invités de faire des réponses courtes. Pour le lancer, moi je vais poser juste une question, on aura une réponse très courte, et puis ça vous laisse le temps de lever le doigt. Moi ma question c'est, j'entends tout ce que vous dites, l'opinion, la science, mais comment fait le citoyen, dans la mesure où toutes les controverses, on parle des dangerosités des OGM, du glyphosate, on voit des tas de sujets, on a parlé de la vaccination, de part et d'autre les gens se revendiquent de la science, de part et d'autre les gens disent j'ai une étude qui montre que, et donc on est, à part sur quelques sujets un peu simples, entre guillemets, par exemple l'évolution, on est sur des sujets où tout le monde dit c'est la science qui dit que, et donc on fait comment en tant que citoyen pour savoir ce que dit vraiment la science? Je vais donner un élément de réponse parce qu'on s'est posé la même question à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Comment on fait quand des experts, et il y en a toujours dans les experts, dans ceux qui se réclament de la qualité d'experts, il y en a toujours qui n'ont pas les mêmes avis. On le voit sans doute, Monsieur le Président, également dans les académies. Donc, on n'a trouvé qu'une solution. C'est que un expert, quand il parle seul sur un écran de télévision, devant un écran de télévision aux 20h, il répond par oui, non, blanc, noir, rapidement, et on pense que c'est vrai. Les sujets qu'on traite sont des sujets complexes et qui n'ont pas des réponses aussi simples que celles qu'on veut imaginer. Deuxièmement, quand deux personnes donnent des avis différents, comment le citoyen va faire, surtout si celui qui a sa vérité est meilleur communicant que celui qui pense qu'il est dans le vrai. C'est de faire des expertises publiques collectives contradictoires. C'est d'organiser, comme on le faisait à l'OPES, et un certain nombre d'entre vous, je vois dans la salle, sont déjà venus comme experts, d'organiser des auditions dans lesquelles on a à la fois des politiques, on a des scientifiques, on a des industriels, et on commence à avoir des citoyens. Le plus dur, c'est de savoir qui va représenter les citoyens, parce qu'il y a plein d'associations qui prétendent représenter leurs citoyens. C'est plutôt des étudiants d'école, on en a fait venir d'université, ou peut-être un système de prise de nom avec des gens qui viennent à un moment donné pour pouvoir assister à une réunion. Eh bien, ces débats publics et contradictoires, ça s'est toujours très très bien passé. Et pour terminer, je vais vous raconter vous avez parlé d'appropriation tout à l'heure, de nouveaux savoirs, d'appropriation de savoir. C'est la première conférence de citoyens en France que j'ai organisée en 1998 sur le sujet des OGM. On avait, avec un organisme de sondage, sélectionné 15 personnes au hasard. Ils ne connaissaient rien à notre sujet. On a mis en place une méthodologie qui n'était pas la même que celle que les Danois, mais on a mis en place une méthodologie qui était d'abord de former les gens. Un certain nombre, je vois dans la salle au moins une personne qui est venue à cette conférence de citoyens et qui y a participé. Et quand les citoyens avaient une connaissance et s'étaient approprié le sujet, c'est eux qui ont choisi les gens qu'ils ont invités dans les conférences finales. Ça a duré 4 mois d'organisation. Ils sont venus 4 séances, ils ont redemandé une séance de plus. Et au bout du compte, si vous lisez sur les OGM, sur ce sujet au long cours, compliqué, et si vous lisez ce qu'avaient dit les citoyens
en 1998, eh bien, on aurait été bien inspiré, effectivement, de nous inspirer de leurs conseils, parce qu'à la fois, ils pointaient un certain nombre de problèmes qu'on a vus par la suite, d'imprécision, notamment de gènes dormants, d'activation de gènes qu'on ne connaissait pas, avec des méthodes qui étaient des méthodes très très grossières. Et il disait il faut continuer la recherche, y compris en plein champ. Parce que si jamais on ne fait pas de recherche, dans tous les cas, à un moment donné, eh bien, c'est une technologie, on n'avancera pas, et la bicyclette qui est là, eh bien, elle tombera. Et donc, je crois que la forme d'organisation qu'on doit mettre en place, c'est une organisation de débat où les académies, à mon sens, puisque vous êtes là à l'Académie d'agriculture en présence de la présidente de l'Académie de pharmacie, mais j'ai dit la même chose à l'Académie des sciences, à l'Académie des technologies, à l'Académie des sciences morales et politiques. Les académies doivent avoir un rôle important également et doivent être présentes dans ces débats qu'on doit organiser avec les citoyens et que le politique doit écouter avant de prendre une décision. Et surtout, il doit prendre des décisions, pas faire comme il le fait aujourd'hui, aussi bien au niveau national sur les NBT qu'au niveau européen, de repousser sans cesse les décisions, ou pire, s'en remettre à la décision de la Cour européenne de justice pour que le politique ne prenne pas lui-même la décision. On va prendre, s'il y a des questions, ou des remarques, ou des interventions dans la salle. Bien, Jean-Louis Bernard de l'Académie d'agriculture. Le débat est bien engagé. Je vais vous poser une question très banale, une question de citoyen. Le citoyen un petit peu averti quand même. Vous disiez, Madame Tornet, qu'on trouvait sur la toile n'importe quoi. Ce qui est vrai. Nous en faisons tous le constat. Mais je m'étonne quand même d'une chose, c'est que sur les chaînes publiques de la télévision, la science soit aussi malmenée. Alors, peut-être que la question est pour Monsieur le Déo, même si vous avez des avis tous les deux. Que pensent les élus de ce fait-là? Et sont-ils conscients du fait que la science est réellement malmenée sur les chaînes publiques? Alors, c'est toujours difficile pour un sociologue de prêter des intentionnalités à des groupes, à des individus. Je dirais, ce qui est difficile, en tout cas à mettre en application, c'est que la science et la culture scientifique, c'est une affaire d'État. Ça, c'est évident. Par contre, ce n'est pas nécessairement l'État qui doit en avoir toujours le monopole. Et c'est là où c'est quelque chose de très compliqué. Et je voudrais en même temps profiter pour répondre à ta question. Le problème aujourd'hui, c'est que les citoyens n'ont pas une image cohérente, intégrée du champ de la culture scientifique de façon générale, et surtout des institutions, des parties prenantes qui participent, qui doivent avoir un rôle à jouer dans cette culture scientifique. Alors, il y a les travaux d'un anthropologue que j'aime beaucoup, Benedict Anderson, qui nous donne quelques clés pour essayer de mieux comprendre comment résoudre cette défiance du citoyen vis-à-vis de questions compliquées, comment faire pour donner plus de poids à la parole scientifique légitime. Alors, il y a 3 mots-clés. C'est la cartographie, le recensement et la mise en histoire. Et le problème aujourd'hui des institutions, de toutes ces paroles instituées qui parlent au nom de la science, c'est que le citoyen n'a pas une perception intégrée de ces univers, de ce champ institutionnel de la culture scientifique. Alors, comment cartographier ceux qui sont les porte-paroles légitimes de la science? C'est-à-dire qui participe finalement à la production de la culture scientifique? Est-ce que ce sont les laboratoires de recherche? Est-ce que ce sont les chaînes publiques de télévision? Est-ce que ce sont les musées? Est-ce que ce sont les youtubeurs qui arrivent à rassembler 3000
personnes en une semaine sur un spot de 2 minutes. Donc le problème aujourd'hui, c'est que la culture scientifique, finalement, est portée par un écosystème d'acteurs plus ou moins institués. Et donc, il est très difficile de savoir où est le vrai. Donc on n'arrive pas à cartographier cet univers institutionnel. L'autre problème, c'est la question du recensement. Qu'est-ce qui doit faire aujourd'hui partie de la culture scientifique? Est-ce que les données provisoires de la recherche doivent faire partie de la culture scientifique? Moi, j'en suis absolument pas certaine. Je pense à une controverse qui, curieusement, n'a pas débordé dans l'espace public il y a une dizaine d'années. C'était la controverse sur les trithérapies. Juste avant la mise en place des prophylaxies pré-exposition pour lutter contre le VIH, des scientifiques suisses avaient montré que des patients qui prenaient régulièrement une trithérapie, qui avaient une bonne observance du traitement, avaient une virémie nulle. Et donc, parce qu'ils avaient une virémie nulle, ils avaient très peu de chances de contaminer leur partenaire sexuel. Et ils avaient émis l'hypothèse que la trithérapie pouvait être utilisée comme un outil de prévention. Alors, il y a eu un débat au Conseil national du sida, et il y a eu également des tentatives de médiatiser. Alors en 2006, c'était le début des réseaux sociaux, donc il n'y a pas eu une portée si importante. Mais vous vous rendez compte du type de message, du type de risque en diffusant un message de ce type, en disant, mais dans certains cas, vous pouvez vous passer du préservatif si vous êtes séropositif, avec une trithérapie que vous prenez régulièrement, vous avez très peu de chances de contaminer votre partenaire. Donc, moi, si vous voulez, je ne suis pas certaine, alors c'est pas très politiquement correct de dire ça, mais qu'on doit toujours communiquer sur les données provisoires de la recherche. Parce que les données provisoires de la recherche ne sont pas nécessairement déconnectées des enjeux publics et des grandes interrogations politiques. Parce que là, effectivement, l'enjeu, c'est de faire passer finalement un traitement qui est négocié dans le cadre d'un colloque syndiqué médecins-malades, à le constituer en outil de politique de prévention. Donc c'est quand même quelque chose qui pose problème. Donc ça, c'est un problème de recensement. Et le problème de la mise en histoire. Comment parler des OGM aujourd'hui? Comment raconter l'histoire des OGM de ces 20 dernières années? Est-ce qu'on doit en faire une histoire sociale? Est-ce qu'on doit parler du Haut Conseil des biotechnologies? Est-ce qu'on doit parler des controverses? Comment faire cette mise en récit-là? On va prendre une question, puis on va toujours rebondir sur la question précédente. Qui est-ce qui avait le micro? Allez-y. Et après, ça sera madame. Je crois que dans l'écosystème que vous venez de mentionner, et puis peut-être justement dans le côté à raconter l'histoire, il y a une catégorie de population dont la culture scientifique est vraiment plus basse, c'est les journalistes. Et c'est quand même très dommage parce qu'en fait, même si aujourd'hui la plupart des informations passent par les réseaux sociaux, YouTube, etc., les journalistes ont quand même garde à poids. On a parlé de la télévision, il y a quand même et les commentateurs scientifiques, qu'ils soient dans la presse écrite, télévisuelle, etc., sont en général d'un niveau qui est tellement lamentable que est-ce que c'est pas déjà sur cette population-là qu'il faudrait agir? Pour faire le lien et donner la parole à Jean-Yves, je dirais, on parlait là du rôle des journalistes et avant des radios et télévisions du service public. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité quelque part des autorités de l'État sur le fait que cette culture scientifique soit portée à travers au moins les médias du service public sur rappeler qu'est-ce que l'État de la connaissance, enfin, une certaine responsabilité des pouvoirs publics? C'est peut-être quelque chose que vous avez probablement, en tant qu'élu, à un moment donné, Oui, on l'a non seulement vu, mais on a même, entre le président et le premier vice-président de Lopez, demandé déjà à voir nos chaînes parlementaires, qui sont LCP et Public Sénat. On a vu les deux directeurs de ces chaînes qui, en notre présence, partageaient totalement les critiques que nous faisions, et finalement, leurs consignes éventuelles, si on employait leur discours, se perdaient dans les sables. C'est-à-dire même dans les chaînes parlementaires,
la science, puisque on revient sur la première question, n'apparaît pas comme prioritaire. Je pense, comme monsieur vient de le dire, que les journalistes, c'est quelque chose de très important comme médiateur. Et il y a une solution. Aujourd'hui, il y a l'IHEST, il y a l'Institut des hautes études qui a une dizaine d'années, qui n'est pas très, c'est pas très ancien, mais qui a des promotions de 40 à 50 personnes chaque année, à l'Institut des hautes études des sciences et technologies, et qui ont des sessions complètes sur une année. Quelques journalistes viennent, mais c'est une minorité. Enfin, il y a quand même de bonnes émissions scientifiques, sur les radios notamment, mais ce n'est pas aux heures de grande écoute, et ce n'est pas à la télévision. Ce qui signifie que c'est un public qui est un public ciblé, qui écoute à des heures, quelquefois l'après-midi, de bonnes émissions scientifiques, mais on n'en a pas aux heures de grandes écoutes. Pour qu'il y ait appropriation ou transmission de la parole scientifique, c'est votre terme, et pour qu'on transmette le bien commun, comme le dit l'UNESCO, il faudrait effectivement que l'État soit plus prégnant. Et il ne l'est pas, et que dans le cahier des charges, notamment des chaînes de télévision publique, au lieu d'arriver à des émissions de télé-réalité, on puisse, au lieu de singer des chaînes du privé, et y compris c'est valable pour NCP et pour Public Sénat, c'est d'organiser des réunions qui soient des réunions dans lesquelles il y a un réel débat, mais qu'il n'y ait pas, il y ait des scientifiques qui y participent, et qu'il y ait des gens qui soient des spécialistes de ce sujet. Je termine, il y a peut-être des journalistes dans la salle, mais très souvent les journalistes sont paresseux, c'est-à-dire ils ont un carnet d'adresses, et puis ils vont souvent vers les mêmes personnes. Nous c'est un peu la même chose. Donc il faut renouveler très souvent les personnes qui sont des experts. Il y a quelques émissions qu'on regarde à la télévision où c'est pas souvent les mêmes, ça c'est très bien, pour qu'à un moment donné, eh bien, on puisse renouveler le débat. On va prendre une dernière question, parce que voilà. On va peut-être en prendre deux rapidement, parce que madame avait aussi demandé la parole rapidement. On va les prendre ensemble et puis on va répondre. Oui, Daniel Caron, donc moi je voulais apporter un témoignage sur. J'ai dans ma famille quelqu'un qui est coordonnateur d'un événement qui s'appelle 24 heures de science au Québec. Et d'ailleurs, une année, Mathieu Bidard, la tête au carré à France Inter, avait fait son émission là-bas. Et c'est un événement national. C'est-à-dire qu'il y a des programmes, des laboratoires, c'est un peu nos portes ouvertes, mais à une dimension nettement supérieure. Les laboratoires qui s'ouvrent au public offrent un programme, c'est-à-dire qu'ils ont des animations pour les enfants, des animations pour les ados, pour les adultes. Et c'est toutes les disciplines qui sont représentées. Et c'est relayé par la presse, c'est relayé par la radio, c'est relayé par la télévision. Ça dure quelques jours, notamment ça englobe le week-end. Et c'est quasiment un événement national. C'est-à-dire que là, ils font un rapprochement vraiment assez fort entre la population et les scientifiques. Voilà, c'est un témoignage. On va prendre le micro, puis on va après répondre et conclure en même temps. Donc Brigitte Lacaisse, je vais participer à des petits livres. Voilà. J'ai deux questions qui se rejoignent mais qui sont un petit peu différentes. La première, c'est la question politique. Vous avez fait voter ce texte à l'unanimité, et un texte qui, quand on le lit, moi quand je l'ai découvert, je me suis dit c'est fantastique, il y a presque tout dedans, tout ce dont on aurait besoin pour faire progresser un peu la réflexion là-dessus. Or ce texte-là, à mon sens, si vous voulez, c'est quelque chose que très peu de gens connaissent, en tout cas qui n'a pas été valorisé, qui n'a pas été diffusé vraiment. Et pareil pour l'Office, hein, où on a une institution française qui est exceptionnelle, avec un comité scientifique qui est exceptionnel.
et on a aussi l'impression que on est dans l'ordre du confidentiel. Alors je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui serait quand même à faire pour promouvoir au moins l'existence de choses qui ont été consensuelles, ce qui est quand même rarissime dans notre pays, dans notre société, et d'en faire un peu plus de promotion et surtout de le mettre en action, de voir comment concrètement, et notamment dans l'enseignement, ça pourrait se mettre en action. Et la deuxième question que j'avais, c'est en fait, on est passé, il me semble, de problèmes qui étaient clairs, c'est-à-dire où la science était là pour résoudre des problèmes. Et donc le problème qu'il y avait à résoudre était relativement clair, et puis les scientifiques permettaient d'apporter une solution. Aujourd'hui, on se rend compte que tous les problèmes sont posés sous forme de dilemme. C'est-à-dire que face à un problème, il y a une solution qui a des inconvénients et des avantages, et il y a d'autres solutions qui ont aussi des inconvénients et des avantages. Donc c'est une complexité plus grande, mais est-ce qu'on ne pourrait pas non plus arriver dans les débats publics et dans les médias à rendre intéressant cette complexité, je veux dire, un peu plus excitante, à faire en sorte que ces problèmes intéressent presque autant que le résultat de OM, enfin je ne sais pas, où il y a légal. Bon, non, mais je C'est pas compatible. On va prendre à la fin pour conclure et pour répondre simplement à ces questions complexes. Un défi. Virginie, après Jean. Alors, sur la question effectivement de l'importance des journalistes, je pense qu'il faut effectivement s'inspirer des expériences étrangères. Alors, je pense par exemple au Science Media Center en Grande-Bretagne, dont l'objectif c'est vraiment essayer de rapprocher les scientifiques et les journalistes et de les faire interagir quand des problématiques scientifiques commencent à être controversées. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'important, c'est de finalement rassembler des communautés qui devraient communiquer davantage et qui communiquent peu. Je voudrais aussi dire simplement 2 mots sur les CCSTI, les centres de culture scientifique, technique et industrielle, qui ont également un rôle à jouer. Et là encore, il faudrait peut-être favoriser les échanges entre universitaires, CCSTI, journalistes. Donc il y a vraiment quelque chose à organiser, à mettre en œuvre sur un plan institutionnel pour donner de la cohérence finalement à quelque chose qui... On sent bien que les différents acteurs tentent chacun de leur côté des actions pour rendre cette parole scientifique visible, pour lui donner de la visibilité, mais ce qui manque, c'est vraiment cette articulation de l'ensemble. Alors, juste de répondre très brièvement à ce problème de l'intéressement, le problème, je crois que c'est vraiment l'esprit critique. C'est-à-dire que pour intéresser des citoyens à des problématiques complexes, à des problématiques où finalement il n'y a pas de bonnes décisions, il n'y a que des décisions qui sont finalement les moins pires, où on pense que c'est la bonne décision à l'instant T, mais à T+1, bon voilà, on n'est pas certain. Je pense que c'est vraiment la formation à l'esprit critique. C'est vraiment la sensibilisation à la science qui doit être abordée comme un jeu, comme quelque chose de ludique. Et je crois que c'est ce qui manque aujourd'hui. Alors sur le point de la confidentialité, c'est vrai, c'est pas faute d'essayer. Je crois que quand cette résolution a été votée, on a prévenu la totalité des journaux. Et qu'il y avait quand même un point qui était important, c'est que sur un sujet qui était celui de la science et du progrès, un mot qu'on n'emploie plus, le mot progrès. C'est un mot qui... ça peut être un gros mot. Et dès le moment où on conteste ce que vous dites en expertise ou en profonde conviction, on peut vous traiter de scientiste, ce qui est un gros mot là. Donc de ne pas être capable de faire la mesure entre toutes les nuances d'une question qui se pose. Et je voudrais juste donner l'exemple des nouvelles biotechnologies sur lesquelles j'ai rendu un rapport avec Catherine Procaccia et qui est un sujet, et je vais répondre à la question des journalistes en même temps,
qui est un sujet compliqué. Parce que d'une possibilité grossière qu'on avait de modifier les gènes par la transgénèse, on est arrivé à des possibilités très précises. Mais il n'y a pas eu une technique. Ceux qui connaissent ici mieux que moi cette question vous diront qu'il y a des dizaines de techniques qui permettent d'arriver à des techniques dans la classification des nouvelles biotechnologies. Et vous voyez une tribune de députés La République En Marche, je le dis d'autant plus que je peux les critiquer dans la mesure où j'ai parrainé le candidat qui est actuellement président de la République, puisque j'étais parlementaire. Mais il y a une tribune du 17 janvier qui dit produits du génome editing égale nouveaux OGM. Beauvais va plus loin, il dit OGM caché. Or, vous dites ça déjà en globalisant le mot OGM, qui était des sommes de techniques différentes, vous dites ça pour des techniques qui n'aboutissent pas du tout au même résultat. Et vous regardez le rapport que j'ai rédigé avec Catherine Procaccia, qui était une des premières tentatives de réglementation au niveau européen, où on distingue les techniques, on demande d'analyser au cas par cas, et dans certains cas, ce seront, à mon sens, des OGM. Dans d'autres cas, ce ne seront pas le Haut Conseil des biotechnologies. Quand il a rendu son rapport à l'époque, il arrivait à peu près à la même conclusion. Eh bien, quand vous dites cela, eh bien, on vous accuse effectivement d'être à la solde de l'industrie, ce qui n'est pas le cas dans ce domaine, bien sûr, mais on vous accuse et finalement on essaye de décrédibiliser les conclusions sur lesquelles vous êtes arrivés. Et que quand on voit ces techniques et qu'on les étudie, et j'ai fait le tour du monde, j'ai rencontré Jennifer Doudna, Emmanuel Charpentier, la totalité des acteurs mondiaux, on a cette chance en étant parlementaire, eh bien vous voyez que ça peut être des technologies qui deviennent complémentaires d'autres technologies, de l'agroécologie par exemple. Vous avez présenté, et M. Fougereau a présenté avec c'était très intéressant, vous avez présenté la vigne tout à l'heure. Je suis allé à Gruissant voir ce qu'on avait fait dans les laboratoires de l'INRA, comment on avait réussi à sélectionner des caractères de résistance à l'oïdium et au mildiou avec le temps, et ça a pris beaucoup de temps à M. Bouquet quand il a fait ça. Et il y était parvenu en se débarrassant des caractères non intéressants de substances chez qui on allait chercher le gène de résistance naturelle. L'intérêt, c'est qu'on pourrait se passer, vous avez parlé du sulfate de cuivre, on pourrait se passer du sulfate de cuivre si on le faisait par des technologies, on pourrait être beaucoup plus rapide qu'on ne l'a été, avec d'ailleurs une certaine appréhension de la part de l'INRA de faire la promotion du travail qui avait été fait à Gruissant. On pourrait le faire de manière très rapide, on pourrait l'utiliser en biocontrôle, on pourrait l'utiliser dans l'agriculture biologique, sauf que il y a un certain nombre d'a priori qui font qu'on ne va pas dans cette direction. Et je terminerai en disant que moi, il y a un vrai sujet qui me préoccupe aujourd'hui. Personne n'ose le dire. C'est le titre d'un de vos ouvrages, Monsieur le Président. C'est sur la biodiversité avec ou sans l'homme. La vraie question aujourd'hui, sur toutes les questions qui sont reprochées aux nouvelles technologies, la vraie question, c'est celle de la démographie mondiale. Parce que c'est la démographie qui, plus que tout le reste, entraîne la perte de la biodiversité. C'est la démographie qui, plus que tout le reste, entraîne le réchauffement climatique et qui pose un certain nombre de questions qu'au contraire, la science va tenter de résoudre, mais tant qu'on n'aura pas traité globalement au niveau de la planète de cette question, avec les ressources qu'utilise l'homme, avec une augmentation exponentielle de la population humaine depuis un siècle, on ne traitera pas réellement de ces questions. Alors c'est peut-être des gros mots, on n'ose pas les aborder publiquement, mais ce sont les vraies questions. Et là, le problème, vous l'avez dit, c'est que ces vraies questions, je crois que l'Office parlementaire les a posées, qu'on l'a posé dans la résolution, mais qu'on a une certaine appréhension d'un certain nombre de journalistes à finalement faire la promotion de ces débats qui ont été pourtant clairement posés au niveau de notre pays.
Merci beaucoup. Catherine, un dernier mot. Pour rebondir sur l'intervention de Jean-Louis Levéo, je vois au fond de la salle le président du Haut Conseil des biotechnologies qui nous a fait l'amitié et le plaisir de venir ici. Et je voulais savoir, puisqu'on a évoqué un peu les derniers rapports qui ont été faits, s'il a un petit message à faire passer. Ce n'était pas un piège. Non, c'est une improvisation. Bonsoir, ne vous inquiétez pas, je vais pas prendre le débat. Le message est simple, hein, c'est que, comme ça a été dit, il y a des documents qui existent, qui sont accessibles, ils sont sur le net, et il y a toute une série de fiches qui permettraient à qui veut comprendre, on a essayé de les faire de façon relativement synthétique et accessible, donc à qui veut comprendre au moins les éléments technologiques, ce que sont réellement ces techniques, et ensuite ça permet éventuellement de lire des textes qui sont un peu plus ardus en matière de régulation, avec la difficulté justement de se placer par rapport à une régulation qui peut-être aurait mérité d'être revue en tant que telle, mais néanmoins elle est passée dans la 2018, et si on veut, c'est une directive qui est très ouverte, et si on veut la lire le problème c'est ce qui a été évoqué par Virginie, c'est le poids associé à la sémantique. Donc le terme d'OGM est tellement tombé qu'il est très difficile à utiliser de façon sereine et explicative, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles certains souhaitent que le terme d'OGM s'applique directement aux modifications ciblées des génomes. Ce qui pourrait ne pas poser de problème si on regardait ensuite ce que c'est, et la directive de l'écologie fait des exceptions à l'évaluation, donc ça pourrait être utilisé. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Merci.